Vous avez complètement perdu la boule. La voix de l'agent de sécurité résonna dans le couloir immaculé de la Westfield Academy, tandis qu'il agrippait le bras de Marcus Thompson. Un criminel condamné qui enseigne à des enfants? Vous rendez-vous compte du procès que cela pourrait entraîner? Marcus resta parfaitement immobile, les mains burinées jointes derrière le dos, entouré de 3 agents de sécurité. À 38 ans, il avait appris que les mouvements brusques ne faisaient qu'empirer les choses. Son uniforme gris d'agent de maintenance arborait le logo de l'Académie, mais les regards suspicieux lui indiquaient que cela n'aurait plus d'importance. « Monsieur, j'aidais juste à faire mes devoirs pendant ma pause déjeuner », dit Marcus calmement, bien que son cœur battait fort. Derrière lui, par la fenêtre de la salle de classe, il pouvait voir Emma Richardson, la fille du milliardaire, l'observer avec de grands yeux effrayés. Le chef de la sécurité, l'agent Walsh, s'approcha, son badge illuminant la lumière fluorescente. Les vérifications d'antécédents ne mentent pas. Thompson, 8 ans de prison d'État pour vol à main armée. À quel jeu malsain jouez-vous? Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus avait passé ses 8 années à obtenir 2 licences par correspondance, dévorant tous les livres de la bibliothèque de la prison. Mathématiques, littérature, sciences, philosophie, des matières qui lui avaient permis de garder la raison intacte lorsque les murs de béton tentaient de l'écraser. Il avait obtenu son diplôme avec mention très bien dans les 2 programmes, des réussites qui ne signifiaient rien pour un monde qui ne voyait que son casier judiciaire. 3 mois auparavant, lorsqu'il avait commencé à travailler comme concierge à la Westfield Academy, Marcus n'avait jamais eu l'intention de s'engager avec un élève. Le salaire était correct, le travail honnête et, surtout, personne ne posait de questions sur son passé tant qu'il vidait les poubelles et lavait les sols sans causer de problème. Mais Emma Richardson était différente. Tandis que d'autres enfants de son âge jouaient sur des tablettes hors de prix pendant les pauses déjeuner, elle, assise seule dans des salles de classe vides, peinait avec des notions d'algèbre élémentaire qui auraient dû être simples pour une élève de 5e. Marcus avait remarqué ses larmes de frustration pendant ses rondes de nettoyage quotidiennes, les feuilles de devoir froissées dans sa corbeille à papier, sa façon de fixer les problèmes de mathématiques comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Cette fille a des difficultés, avait doucement dit Marcus à son enseignante, Mademoiselle Carter, un après-midi après l'avoir vue Emma s'effondrer à cause d'un contrôle raté. J'ai remarqué qu'elle a des difficultés avec les fractions et les équations de base. Mademoiselle Carter avait ri d'un air dédaigneux, sans lever les yeux de son café de marque. Et vous pensez qu'un concierge en sait plus que nos professeurs de mathématiques certifiés diplômés? Elle trouvera la solution, ou son père engagera un autre tuteur hors de prix. Mais Marcus avait vu dans les larmes de frustration d'Emma quelque chose qui lui rappelait sa sœur cadette, celle qui n'avait pas su protéger avant que sa vie ne sombre dans la criminalité et l'incarcération. Il avait donc commencé à laisser de petits mots près de son bureau pendant ses tâches de nettoyage. Des explications simples écrites sur des bouts de papier. Différentes approches des mêmes problèmes qui, d'une manière ou d'une autre, donnaient du sens aux chiffres. Les notes fonctionnaient comme par magie. Les notes d'Emma s'améliorèrent considérablement en quelques semaines. Elle commença à rester après les cours, faisant semblant de ranger les fournitures, tandis que Marcus lui montrait discrètement des raccourcis et des techniques qui lui permettaient de comprendre l'algèbre d'une manière que ses coûteux tuteurs ne pouvaient jamais faire. Leur séance devint le point culminant de leur journée à tous les deux, une fille brillante comprenant enfin son potentiel et un homme oublié se souvenant de ce que cela faisait d'avoir un impact positif. Elle est passée du statut d'échec au tableau d'honneur en 2 mois, dit Marcus à l'agent Walsh, essayant de garder une voix calme. Demandez à ses professeurs. Vérifiez ses résultats aux examens. Je n'ai jamais rien fait d'inapproprié. Peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, rétorqua Walsh. Vous êtes un criminel condamné qui a menti sur sa demande d'emploi. Vous ne devriez pas vous trouver à moins de 100 mètres d'enfants. Point final. Jusqu'à aujourd'hui, où quelqu'un les avait repérés en train de travailler ensemble et avait immédiatement appelé la sécurité. L'information anonyme affirmait que Marcus préparait la jeune fille Richardson, profitant de ses séances de devoirs pour entrer en contact avec la famille la plus riche de l'école. Monsieur Richardson arrive en personne pour gérer cette situation, annonça l'agent Walsh en consultant sa radio avec une satisfaction évidente. Un criminel près de sa fille? La réputation de cette école est en jeu. Tu es fini, Thompson? Marcus sentit sa poitrine se serrer sous le poids de l'inéluctabilité. Richard Richardson, un magnate de la technologie fortuné, le genre d'homme capable de détruire des vies d'un simple coup de fil. Le genre d'homme qui ne comprendrait jamais que parfois, les personnes les plus brisées portent en elles la sagesse la plus profonde, forgée dans le feu des conséquences et de la rédemption. Alors que l'équipe de sécurité hésitait entre appeler la police immédiatement ou attendre l'arrivée de Richardson, Marcus croisa le regard d'Emma par la fenêtre.
Elle pressa sa petite main contre la vitre, des larmes ruisselant sur son visage, ses lèvres articulant des mots qu'il ne pouvait entendre mais qu'il comprenait parfaitement. « Je suis désolé. » À cet instant, il fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive ensuite, il ne la laisserait pas croire que c'était sa faute. Elle n'avait rien fait de mal, si ce n'est croire que les gens peuvent être plus que leurs pires erreurs. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que ce désastre apparent allait bientôt révéler des secrets enfouis depuis 8 longues années, des secrets sur le sacrifice, la loyauté familiale et la différence entre justice et vengeance. Le gardien qu'ils s'apprêtaient à détruire avait survécu à bien pire que leur jugement, et parfois, les adversaires les plus dangereux sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. Si cette histoire de mentorat inattendu et de vérité cachée vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui prouvent que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. L'hélicoptère noir atterrit sur la pelouse immaculée de la Westfield Academy exactement 47 minutes plus tard, ses rotors fouettant frénétiquement l'herbe parfaitement entretenue. Richard Richardson apparut dans son costume bleu marine emblématique, flanqué de 2 avocats et de son équipe de sécurité personnelle. Les élèves, le visage collé aux fenêtres de la salle de classe, observaient le spectacle se dérouler comme dans un film. « Où est-il » La voix de Richardson résonna dans la cour tandis qu'il se dirigeait vers le bâtiment principal, ses chaussures en cuir italien claquant sur les marches de marbre. À 52 ans, le milliardaire de la technologie avait bâti son empire sur le contrôle et la précision. L'idée qu'un criminel condamné ait côtoyé sa fille pendant des mois le faisait bouillir d'une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis ses premières batailles commerciales. Dans le bureau du proviseur, Marcus était assis tranquillement sur une chaise en plastique inconfortable tandis que Richardson arpentait la salle comme un prédateur en cage. Le contraste était saisissant, le procès à $5 000 de Richardson contre l'uniforme d'entretien délavé de Marcus, le pouvoir contre l'impuissance, le privilège contre la punition. 8 ans pour vol à main armée. Le Richardson sur sa tablette, la voix ruisselante de dégoût et d'une fureur à peine contenue. Violence, vol, mépris total des règles de la société. Et vous le laissez en présence d'enfants, en présence de MON enfants. Le proviseur s'agitait, mal à l'aise, derrière son bureau, le front perlant de sueur. Monsieur Richardson, nous avons respecté toutes les procédures légales. Les vérifications d'antécédents ont été effectuées, mais son travail est exemplaire depuis 3 mois. Aucun incident, aucune plainte. Exemplaire? Le rire de Richardson était sec et glacial, résonnant sur les murs du bureau. L'homme a pointé une arme sur le visage d'une personne innocente, a terrorisé un vendeur pour de l'argent de la drogue, et vous me parlez de son travail. Ce que Richardson ignorait, ce que personne ne savait, sauf Marcus et une autre personne, c'est que Marcus n'avait jamais tenu cette arme. C'était son jeune frère Derek qui avait braqué la supérette cette nuit-là, 8 ans plus tôt. Marcus était simplement resté dans la voiture, dehors, à attendre, complètement inconscient du plan désespéré de Derek, jusqu'à ce qu'il entende les cris à l'intérieur du magasin. Lorsque les sirènes de police hurlèrent au loin, Derek s'était déjà enfui par la porte de derrière, laissant Marcus seul face aux accusations. Les preuves étaient circonstancielles mais accablantes. Les empreintes digitales de Marcus sur la voiture, sa présence sur les lieux et sa disparition complète. L'avocat commis d'office, surmené et sous-payé, insistait pour une négociation de peine rapide plutôt que de se battre pour la vérité. Marcus avait refusé de témoigner contre son propre frère, même lorsque le procureur lui avait promis une réduction de peine en échange de la localisation de Derek. La famille protège la famille, s'était-il répété pendant ses longues nuits passées en prison, préférant 8 ans de prison à la destruction de l'avenir de Derek. Derek avait mis ce temps à profit pour changer de vie et devenir travailleur social auprès des jeunes en difficulté. Il ignorait le sacrifice que Marcus avait fait, ignorait que son frère purgeait une peine pour son crime. « Je veux qu'il soit arrêté immédiatement pour mise en danger d'enfant », exigea Richardson en désignant Marcus comme s'il était malade. « Je veux qu'une ordonnance restrictive soit déposée. Je veux qu'il soit banni de toutes les écoles de l'État, et même de tout le pays. » L'un des avocats de Richardson lui murmura quelque chose à l'oreille, le faisant sourire avec une satisfaction cruelle. « Et je veux une enquête approfondie sur les pratiques d'embauche de cette école. Des têtes vont tomber pour cette négligence. » C'est alors qu'Emma fit irruption dans le bureau, son uniforme scolaire froissé, le visage baigné de larmes et rouge de détermination. L'agent de sécurité tenta de l'arrêter, mais elle le dépassa avec une force surprenante. « Papa, arrête, tu ne comprends pas ce que tu fais » cria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Emma, va attendre dans la voiture immédiatement » ordonna Richardson d'un ton sec à couper le souffle. Mais sa fille tint bon, plantée sur ses pieds comme elle avait appris à le faire face aux brutes de la cour de récréation.
Monsieur Marcus m'a appris plus en 3 mois que pendant toute l'année précédente, dit-elle d'une voix tremblante, mais de plus en plus forte à chaque mot. Il m'a donné du sens aux mathématiques pour la première fois de ma vie. Il m'a aidé à rédiger de meilleures dissertations. Il m'écoutait comme personne d'autre, pas même toi. Le visage de Richardson s'adoucit un instant aux larmes de sa fille, mais se durcit à nouveau lorsque ses yeux se posèrent sur Marcus. Il t'a manipulé, ma chérie. Les criminels sont experts en la matière. Ils identifient les cibles vulnérables et exploitent leur confiance. Emma secoua violemment la tête, sa queue de cheval flottant de gauche à droite. Il n'a jamais rien demandé. Il ne m'a jamais mise mal à l'aise. Il n'a même jamais posé de questions sur toi ou notre famille. Il se souciait juste que je comprenne les fractions. La pièce se tut, à l'exception des sanglots discrets d'Emma et du bruit lointain des rotors de l'hélicoptère qui refroidissait. Marcus regardait cette jeune fille de 13 ans, la fille de l'un des hommes les plus puissants d'Amérique, le défendre avec plus de courage que la plupart des adultes. Sa poitrine se serrait d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de sa propre sœur, des années auparavant. « Tu as exactement 10 minutes pour rassembler tes affaires », dit froidement Richardson à Marcus, vérifiant sa Rolex avec une précision théâtrale. « Après ça, si je te vois à moins d'1 kilomètre de ma fille ou de cette école, je te renvoie en prison si vite que tu en auras le tournis. » Le téléphone de Richardson vibra, ce que Marcus supposa être des messages de l'équipe de relations publiques du milliardaire, qui s'efforçait déjà de faire tourner cette histoire avant qu'elle ne nuise à la réputation de la famille. « Et n'envisage même pas de parler aux médias », ajouta Richardson avec un sourire suffisant. « Je possède plus de journalistes que tu ne peux en compter. » Alors que Marcus se levait pour partir, il remarqua quelque chose que Richardson avait manqué dans sa fureur vertueuse. Le manuel d'algèbre d'Emma était ouvert sur le bureau de la directrice, rempli de solutions parfaites aux problèmes qu'elle se posait depuis des mois. Le tout écrit de sa propre main, mais utilisant des techniques et des raccourcis qu'aucun professeur de Westfield ne lui avait jamais montrés. Mais ce que Richardson ne comprenait vraiment pas, c'était que le véritable crime de Marcus n'était pas le vol commis 8 ans plus tôt. C'était un secret si accablant qu'il avait poussé à protéger Derek à tout prix, un secret impliquant la mort de leur sœur cadette qui allait bientôt refaire surface et bouleverser tout ce que Richardson pensait savoir sur la justice, la loyauté et le prix des liens familiaux. Chaque mot de rejet, chaque ricanement de dégoût ne faisait que renforcer quelque chose qui brûlait silencieusement en Marcus, non pas la colère, mais une détermination que des hommes comme Richardson ne pouvaient reconnaître, car ils n'avaient jamais eu à se battre pour le droit d'être considérés comme des êtres humains plutôt que comme une simple statistique dans le système judiciaire. Le milliardaire ignorait qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait déjà survécu au pire que la société pouvait offrir, quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne venait pas de l'argent ou des relations, mais de la force tranquille de savoir qu'on avait tout sacrifié pour ce qu'on aimait. 2 semaines après son expulsion de la Westfield Academy, Marcus était assis à la bibliothèque publique du centre-ville, entouré de livres de droit, d'ordinateurs portables qui semblaient plus vieux que sa peine de prison, et de piles de documents imprimés racontant une histoire que Richardson ne voulait jamais voir révélée. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête tandis qu'il examinait méthodiquement les documents de l'entreprise, son carnet rempli de dates, de noms et de relations qui dressaient un tableau inquiétant. La bibliothécaire, Madame Chen, était devenue son allié improbable après avoir appris sa situation grâce au message désespéré d'Emma en ligne, cherchant son professeur, M. Marcus. Elle-même journaliste d'investigation à la retraite, Madame Chen avait reconnu les signes d'un homme en quête de justice plutôt que de vengeance. « Les gens de Richardson sont revenus hier », murmura Madame Chen en faisant glisser une autre jurisprudence sur la table en bois abîmé. « Je voulais savoir si vous aviez fait des recherches sur des sujets suspects, notamment en lien avec leurs intérêts familiaux ou professionnels. Je leur ai dit que vous étudiez des affaires de droit de l'éducation et de droit civique. » Elle sourit d'un air sombre en ajustant ses lunettes de lecture. Ce qui est techniquement vrai, mais pas toute la vérité. Ce que Madame Chen n'a pas mentionné aux enquêteurs de Richardson, c'est que Marcus avait également fouillé en profondeur les dossiers d'entreprise, les déclarations fiscales, les pratiques d'emploi et les fondations caritatives liées à l'empire commercial de Richardson. Ces 8 années de prison lui avaient appris la patience et la méthode de recherche, des compétences précieuses pour naviguer dans des bases de données juridiques et des documents publics que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine d'examiner. Marcus avait découvert quelque chose de fascinant, enfoui dans les dossiers d'emploi de Richardson Tech. Alors que la politique officielle de l'entreprise stipulait une tolérance zéro pour les antécédents criminels, la liste des dirigeants racontait une toute autre histoire. Le neveu de Richardson, James Richardson, occupait un poste de vice-président senior malgré une condamnation pour crime en 2018 pour détournement de 2,3 millions de dollars d'une association caritative de recherche sur le cancer infantile. La famille a droit à une seconde chance,
marmonna Marcus en imprimant les documents attestant de la condamnation de James, de sa peine, d'une manière ou d'une autre, de son embauche chez Richardson Tech 18 mois plus tard. Tous les autres sont punis à vie. Le schéma s'étendait au-delà des membres de la famille. Richardson Tech employait au moins 6 autres cadres et membres du conseil d'administration condamnés pour diverses infractions pénales, fraude fiscale, fraude boursière, infractions environnementales. Tous riches, tous connectés, tous bénéficiant d'opportunités auxquelles Marcus n'aurait jamais pu rêver. Pendant ce temps, l'arrogance de Richardson grandissait de jour en jour. Lors d'un gala de charité ce week-end-là, filmé par les équipes de presse locales, il se vantait ouvertement auprès d'autres milliardaires d'avoir fait le ménage à l'école de sa fille. On n'est jamais trop prudent de nos jours, dit-il en faisant tourner son champagne sous les caméras. Ces criminels pensent pouvoir infiltrer nos institutions et corrompre nos enfants par leur présence. Je mets fin à tout ça rapidement. Ce que Richardson ignorait, c'est qu'Emma enregistrait leur conversation privée à la maison, utilisant son téléphone pour documenter ses commentaires de plus en plus cruels sur les gens comme Marcus, qui devaient être derrière les barreaux où ils ne peuvent pas contaminer la société. Son jeune esprit commençait à comprendre que la richesse de son père l'avait aveuglé aux principes fondamentaux de la décence humaine et à la possibilité d'une rédemption. Il dit des choses horribles sur toi quand ses amis viennent, écrivit Emma lors d'une de leurs conversations cryptées. Il t'appelle ce criminel et dit que tu prévoyais probablement de me kidnapper ou quelque chose d'aussi fou. J'ai essayé de lui parler de mes notes, mais il m'a juste acheté un nouvel ordinateur portable au lieu de m'écouter. La révélation survint lorsque Marcus découvrit quelque chose qui fit trembler ses mains en tenant les pages imprimées. La fondation caritative de Richardson, qui prétendait soutenir des programmes de seconde chance pour les jeunes défavorisés, n'avait jamais financé un seul programme destiné aux personnes ayant des antécédents criminels. Au lieu de cela, l'argent a été versé à des internats d'élite, à des cours particuliers pour familles aisées et à des programmes de bourse qui excluaient explicitement toute personne ayant été condamnée pour un délit mineur. L'hypocrisie est stupéfiante, observa Madame Chen en lisant par-dessus l'épaule de Marcus les documents financiers répartis sur 3 tables. Il profite littéralement de l'idée d'aider des gens comme vous tout en veillant à ce que d'autres comme vous ne soient jamais aidés. Marcus avait également suivi la présence de Richardson sur les réseaux sociaux et ses déclarations publiques, établissant une chronologie des contradictions, révélant un homme prêchant la rédemption en public tout en pratiquant la discrimination en privé. Le compte Twitter du milliardaire, regorgé de citations inspirantes sur la seconde chance et le potentiel humain, publié le jour même où il demandait à son équipe juridique de s'assurer que Marcus ne pourrait plus jamais travailler auprès d'enfants. Emma trouvait des moyens de maintenir le contact grâce à des applications de messagerie cryptées, informant Marcus de ses notes en baisse et de sa dépression croissante. Ces nouveaux tuteurs des docteurs hors de prix aux qualifications impressionnantes embauchés par son père ne parvenaient pas à communiquer avec elle comme Marcus l'avait fait. Il la traitait comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à comprendre. « Papa dit que je dramatise mon absence », a-t-elle écrit lors d'une conversation nocturne, c'est moi apparaissant sur l'écran de l'ordinateur de Marcus à la bibliothèque. Il m'a acheté une nouvelle voiture pour compenser la perte de mon ami, comme si les choses pouvaient remplacer les gens. Je lui ai dit que la voiture ne m'aiderait pas à comprendre l'algèbre, et il m'a dit que je devais cesser de m'attacher autant à des relations inappropriées. Ce soir-là, assis seul à la bibliothèque après la fermeture, Madame Chen lui avait donné une clé, Marcus a pris sa décision. Il n'allait pas se contenter de prouver son innocence ou de se battre pour récupérer son emploi. Il allait dénoncer l'hypocrisie d'un système qui accordait des secondes chances basées sur la richesse et les relations plutôt que sur un véritable changement, une croissance personnelle et la personnalité de chacun. Madame Chen a remarqué le changement dans ses habitudes de recherche le lendemain matin. « Tu ne te contentes plus de te défendre », a-t-elle observé alors qu'il demandait des dossiers sur ses contacts dans les médias, les journalistes d'investigation et les lois sur les archives publiques. Vous passez à l'offensive. Marcus leva les yeux de son ordinateur portable, où il avait soigneusement tout documenté. Les pratiques d'embauche discriminatoires de Richardson, le traitement de faveur de son neveu, la régression scolaire d'Emma, les enregistrements audio de ses déclarations publiques sur des éléments criminels et les documents financiers révélant la mission frauduleuse de la Fondation. Son carnet contenait des noms, des dates et une stratégie qui utiliserait les paroles et les actes de Richardson contre lui. Parfois, la meilleure défense est de montrer aux gens qui est le véritable criminel, dit Marcus doucement, sa voix portant une certitude qui n'était pas présente quelques semaines plus tôt. Mais ce que Madame Chen ne pouvait voir, c'était la stratégie plus profonde qui se formait dans l'esprit de Marcus, un plan qui utiliserait l'orgueil, les préjugés et les déclarations publiques de Richardson contre lui, révélant des vérités qui ébranleraient les fondements mêmes de ses convictions sur la justice, la valeur et le pouvoir de la rédemption. Il avait également été en contact avec Derek, son frère,
par le biais de mails soigneusement rédigés qui esquivaient la vérité avec laquelle ils vivaient tous les deux depuis 8 ans. Derek avait senti que quelque chose se tramait et avait proposé son aide de toutes les manières possibles, même s'il ignorait encore l'ampleur du sacrifice de Marcus. L'homme qui avait survécu à 8 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis s'apprêtait à enseigner à un milliardaire que l'adversaire le plus dangereux est celui qu'on sous-estime complètement, surtout lorsqu'il n'a plus rien à perdre et tout à prouver sur le véritable sens de la justice et des secondes chances. La conférence de presse était prévue à 15 heures au centre communautaire du centre-ville, mais Richardson ne l'apprit que lorsque son assistante fit irruption dans son bureau à 14h47, le visage pâle de panique et les mains tremblantes, sa tablette à la main. « Monsieur, vous devez voir ça immédiatement », balbutia-t-elle en lui tendant l'appareil. L'écran diffusait un live-stream intitulé « La vérité sur les secondes chances, quand les milliardaires choisissent qui méritent la rédemption ». Le nombre de téléspectateurs grimpait rapidement. 15 000, 25 000, 50 000 personnes regardaient en direct. Le sang de Richardson se glaça en voyant Marcus Thompson, propre dans un costume gris anthracite emprunté qui ne lui donnait rien du concierge qu'il avait renvoyé, assis calmement à côté de la journaliste d'investigation Sarah Martinez. Derrière eux, un grand écran affichait les relevés d'emploi de Richardson Tech en noir et blanc, mettant en valeur le poste de direction de son neveu, malgré sa condamnation pour détournement de fonds pour avoir volé de l'argent à des enfants atteints de cancer. « C'est impossible !» marmonna Richardson en appelant frénétiquement son équipe juridique, tandis que son service des relations publiques explosait en chaos autour de lui. Mais il était trop tard. L'histoire se propageait déjà sur les réseaux sociaux plus vite que ses avocats ne pouvaient réagir, plus vite que son équipe de relations publiques ne pouvait le faire, plus vite que son argent ne pouvait le contenir. À l'écran, Marcus parlait avec une dignité tranquille qui attirait l'attention. « Il y a 8 ans, j'ai choisi de protéger mon jeune frère Derek en assumant la responsabilité de son crime. Je n'ai jamais tenu cette arme, jamais menacé personne. Je n'ai même jamais su ce que Derek préparait jusqu'à ce que j'entende les cris provenant de l'intérieur de cette supérette. Sa voix restait ferme, maîtrisée, tandis qu'il poursuivait. J'aurais pu témoigner contre lui, réduire ma peine, mais je ne pouvais pas laisser mon frère ruiner son avenir pour une erreur désespérée. » La révélation frappa Richardson comme un coup de massue. Tout ce qu'il avait cru à propos de Marcus, toutes ses suppositions, toutes ses paroles cruelles, tout s'effondra à cet instant, tandis que la vérité réécrivait le récit qu'il avait construit dans son esprit. Mais Marcus n'en avait pas fini. Avec une précision méthodique témoignant de semaines de planification minutieuse, il dressa la chronologie de l'hypocrisie de Richardson. Des enregistrements audio réalisés secrètement par Emma étaient diffusés sur les haut-parleurs. La voix de Richardson affirmait clairement que les gens comme cet ex-dollar devaient être exclus définitivement de la bonne société, tout en se vantant lors de dîner d'avoir offert à son neveu un nouveau départ après ses petits ennuis judiciaires. Monsieur Richardson estime que les secondes chances devraient dépendre de votre compte en banque et de vos relations familiales, déclara Marcus, regardant droit dans la caméra, sans colère, mais avec une détermination inébranlable. Son neveu a détourné 2,3 millions de dollars d'une association caritative pour enfants, une somme destinée à financer la recherche contre le cancer, et a obtenu un bureau d'angle 18 mois plus tard. J'ai protégé mon frère de ses propres erreurs et j'ai été banni à vie de toute contribution à la société. Le téléphone de Richardson explosait d'appels de membres du conseil d'administration, d'investisseurs et de sociétés de gestion de crise. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait le compteur de diffusion en direct dépasser les 200 000, puis les 300 000 vues, tandis que son assistant répondait aux appels frénétiques des médias qui sollicitaient des commentaires. Le moment le plus bouleversant fut lorsqu'Emma apparut à l'écran par appel vidéo depuis la maison de sa tante, où elle résidait depuis la confrontation à l'école. Sa voix jeune était claire et déterminée, empreinte de l'autorité morale que seul le témoin direct de l'injustice peut donner. « Mon père m'a appris que les actes ont des conséquences, mais il a oublié que les préjugés ont aussi des conséquences. » dit Emma, ces mots brisant le bruit parasite de l'appel vidéo. « Monsieur Marcus m'a montré plus de gentillesse et de patience en 3 mois que certaines personnes en toute une vie. Il ne m'a jamais rien demandé, si ce n'est que je fasse de mon mieux. » Alors qu'elle parlait, l'écran se divisa pour montrer les résultats scolaires considérablement améliorés d'Emma pendant son apprentissage auprès de Marcus, des F et des D se transformant en A et en B, contrastant avec son récent déclin chez des professeurs particuliers coûtés. « Papa dit toujours qu'il privilégie les résultats à tout le reste, » poursuivit Emma, mais il a renvoyé le seul professeur qui obtenait de vrais résultats parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà de ses propres préjugés. Richardson assista avec horreur à l'effondrement en temps réel de son image publique soigneusement construite. Les réseaux sociaux ont explosé avec le hashtag Second Chance Hypocrisie, devenu tendance dans le monde entier en quelques minutes. Les principaux médias ont relayé l'information dès que leurs téléphones ont commencé à sonner.
Le cours de l'action de son entreprise a commencé à chuter, les investisseurs remettant en question son jugement, ses valeurs et son aptitude à diriger une société cotée en bourse. Mais le coup de grâce, et le plus dur, est venu lorsque Derek Thompson, aujourd'hui âgé de 29 ans, travailleur social respecté et récompensé par 3 organisations de jeunesse différentes, est apparu à l'écran par appel vidéo depuis son bureau de Chicago. Son visage s'est décomposé en apprenant la vérité pour la première fois, des larmes coulant sur ses joues, tandis que 8 années de mensonges et de sacrifices prenaient soudain un sens terrible. Marcus, la voix de Derek se brisa sous l'émotion qui traversa l'écran. 8 ans de ta vie, pour moi? Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu avais fait tes propres erreurs, suivi ton propre chemin. Je ne l'ai jamais su. Seigneur, j'aurais pu témoigner, j'aurais pu me manifester, j'aurais pu. Tu avais 21 ans et toute la vie devant toi, l'interrompit doucement Marcus, la voix chargée d'émotions qu'il avait retenue pendant près de 10 ans. Tu luttais contre la dépendance, tu faisais des choix désespérés, mais tu restais mon petit frère. C'est ce que font les grands frères, on protège ce qu'on aime, même quand ça nous coûte tout. Derek brandit une photo encadrée de leur sœur Sarah, décédée dans un accident de voiture l'année précédant le cambriolage, la tragédie qui avait plongé Derek dans la drogue et le désespoir. Elle aurait été si fière de ce que tu as fait, murmura Derek, et si honteuse de ce que je t'ai laissé sacrifier. Richardson claqua son ordinateur portable, mais les dégâts étaient irréversibles et se propageaient comme une traînée de poudre sur toutes les plateformes, tous les réseaux, toutes les conversations du monde des affaires américains. Son téléphone vibrait, inondé de notifications de réunions d'urgence du conseil d'administration et de demandes de démission d'investisseurs qui ne pouvaient se permettre d'être associés au scandale. Les donateurs de sa fondation caritative retiraient leur financement. Sa femme répondait aux appels des journalistes dans leur propriété privée. L'homme qui s'était autrefois vanté de posséder les journalistes regardait maintenant, impuissant, ces mêmes journalistes dépecer sa vie, ses pratiques commerciales, sa personnalité. Le milliardaire qui avait passé sa vie à croire que l'argent déterminait la valeur allait bientôt comprendre que parfois, les plus riches sont ceux qui sacrifient tout pour les autres et que la vraie justice ne requiert pas la richesse, seulement la vérité, le courage et la patience de laisser l'arrogance se détruire. En quelques heures, hashtag Marcus Thompson était en vogue, aux côtés de hashtag C'est mon chance et hashtag Justice for Janitor. L'histoire avait touché une corde sensible dans une société lasse de voir les criminels fortunés être traités différemment des criminels pauvres, lasse de voir les privilèges primés sur la rédemption, lasse de voir les bonnes personnes punies tandis que les méchants riches s'en tirent libres. Le centre communautaire où se tenait la conférence de presse devint un lieu de rassemblement pour les sympathisants, partageant leurs propres histoires de seconde chance refusées et de justice différée. L'empire de Richardson, bâti sur la conviction que le pouvoir pouvait contrôler le récit, s'effondrait sous le poids d'une vérité simple, dite avec dignité et étayée par des preuves irréfutables. Le jugement auquel Richardson ne s'attendait pas était enfin là, rendu non par un criminel en colère en quête de vengeance, mais par un homme patient en quête de justice, et la différence entre ces deux motivations allait coûter à Richardson tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. 6 mois plus tard, Marcus Thompson se tenait dans l'élégant hall du tout nouveau Second Chance Learning Center, observant des étudiants de tous horizons collaborer sur des projets que les écoles traditionnelles avaient déclarés impossibles. Ce centre à but non lucratif, financé par une donatrice anonyme qui s'avéra être Emma Richardson, était devenu un modèle national d'éducation alternative. Marcus en fut le directeur, et ses méthodes d'enseignement non conventionnelles furent désormais étudiées par les professionnels de l'éducation de tout le pays. L'ironie est magnifique, a déclaré le docteur Patricia Williams, ancienne directrice de Westfield, qui avait rejoint l'équipe de Marcus après avoir démissionné pour protester contre les politiques discriminatoires du conseil scolaire. L'homme que Richardson a tenté de détruire a créé quelque chose de plus précieux que toute la fondation éducative de Richardson. La chute de Richardson fut rapide et radicale. Le conseil d'administration l'a évincé 2 semaines après la conférence de presse. L'action de Richardson Tech ne s'est jamais remise du scandale. Sa fondation caritative a perdu son statut d'organisme à but non lucratif après que des enquêtes ont révélé des pratiques de recrutement népotique. Le plus bouleversant, c'est qu'Emma a choisi de vivre avec sa tante plutôt qu'avec son père qui lui avait appris que la valeur se mesurait à la richesse plutôt qu'au caractère. Papa est devenu tout ce qu'il prétendait détester, a déclaré Emma à un journaliste 6 mois après l'éclatement du scandale. Quelqu'un qui a utilisé son pouvoir pour nuire à des innocents. Derek Thompson avait quitté son poste d'assistant social pour rejoindre le centre de son frère, enfin capable de travailler aux côtés de celui qui avait sacrifié 8 ans pour sa liberté. Leur retrouvaille avait été douloureuse mais apaisante, 2 frères reconstruisant une relation fondée sur la vérité plutôt que sur le secret. La liste d'attente du centre s'étendait sur des kilomètres. Des parents qui,
Autrefois, auraient méprisé le passé de Marcus se battaient désormais pour inscrire leurs enfants à des programmes conçus par quelqu'un qui comprenait que la sagesse vient souvent des endroits les plus inattendus. Les murs du bureau de Marcus affichaient des lettres de remerciement d'anciens élèves dont beaucoup avaient connu des difficultés dans des environnements traditionnels, mais s'étaient épanouis sous sa direction. Parmi elles, une photo encadrée d'Emma lors de sa remise de diplôme, major de sa promotion malgré les prédictions de son père selon lesquelles une association avec Marcus ruinerait son avenir. Richardson, quant à lui, s'était retiré dans un modeste appartement dans un autre État, ses milliards réduits à des millions par des poursuites judiciaires et des investissements ratés. Ses anciens amis l'évitaient au gala de charité. Ses relations d'affaires cessaient de le rappeler. L'homme qui avait autrefois décidé qu'il méritait une seconde chance se retrouvait désespérément en manque d'une, sans que personne ne veuille la lui offrir. Il a créé sa propre prison, observa Madame Chen lors d'une de ses visites régulières au centre. La différence, c'est que Marcus a utilisé son temps derrière les barreaux pour grandir. Richardson a utilisé sa liberté pour rapetisser. La devise du centre, gravée dans le marbre au-dessus de l'entrée, disait « L'excellence n'a d'autre prérequis que le caractère et l'effort ». Elle rappelait quotidiennement que la véritable éducation naissait lorsque quelqu'un voyait du potentiel là où d'autres voyaient des problèmes. Emma lui rendait visite tous les week-ends, sa relation avec Marcus étant plus forte que jamais. Elle était devenue une jeune femme confiante qui jugeait les gens sur leurs actes plutôt que sur leurs origines, perpétuant des leçons que son père n'avait jamais eu l'intention d'enseigner. Les soirs tranquilles, Marcus arpentait les couloirs vides du centre, se souvenant du placard du concierge où il avait aidé pour la première fois la fille d'un milliardaire en difficulté avec les fractions. Ce petit acte de gentillesse s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La preuve que parfois, les personnes les plus brisées ont la plus grande capacité à guérir les autres. Richardson avait tenté de détruire Marcus, mais n'avait finalement détruit que lui-même. Marcus avait appris que la véritable vengeance ne consiste pas à infliger des dégâts à ses ennemis, mais à construire quelque chose de si significatif que leur haine devienne insignifiante, leur jugement impuissant et leur héritage oublié, tandis que le vôtre transforme des vies à jamais. Si cette histoire vous a touché et vous a rappelé qu'une seconde chance peut créer un avenir de premier ordre, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui prouvent que le meilleur moyen de vaincre ceux qui doutent de vous est de devenir tout ce qu'ils ont dit que vous ne pouviez pas être.